Je vais, cher vice-président, vous demander un effort de grande synthèse. Eh bien, nous allons y aller. Ceci d'autant plus que M. Sauvadet a déjà défloré le sujet dans son intervention liminaire. Donc oui, ce rapport porte plusieurs parties. La première sur l'environnement économique, où d'une façon générale on peut constater que contrairement à ce qui avait été dit il y a quelques semaines à la télévision, les chiffres récents de l'INSEE, notamment les derniers chiffres publiés, montrent dans notre région réellement une relance et une reprise de l'investissement. Tous les chiffres en attestent et on ne peut que s'en féliciter. D'autre part, on a cette croissance avec la part de l'industrie qui repart et le logement pour lequel nous étions en retard qui commence de rattraper son retard sur les 6 derniers mois. Concernant le projet de loi de finances, il part sur des objectifs de croissance du PIB minimum au niveau de 1,7%. Et vient maintenant le temps de voir l'impact du projet de loi de finances, même s'il n'est pas totalement bouclé, où il y a une contribution attendue par le gouvernement au redressement des comptes publics de 13 milliards sur le quinquennat et pris sur les dépenses de fonctionnement. Le projet de loi de finances, c'est aussi la mise en place avec l'État et les plus grandes collectivités de conventions d'objectifs et d'évolution des dépenses de fonctionnement avec des mécanismes de correction à partir de 2019 et notamment pour celles qui déborderaient du trait, un encadrement de la capacité de désendettement des collectivités avec un système de règles d'or qui sera contrôlé par les chambres régionales des comptes. Cela veut dire qu'il vaut mieux être vertueux en la matière si on ne veut pas se faire taper sur les doigts. Ensuite, pour la région, ce qui impacte fortement, et la présidente s'est exprimée dessus, c'est le non-respect de la loi de finances de 2017 avec le fonds de soutien qui était donné pour l'activité économique qui avait été confiée aux régions, interdite aux départements dans certaines limites, mais pas compensée financièrement puisque les départements ont gardé leurs ressources et n'en ont pas transféré comme pour les transports. Cela pour conséquence, dès 2018, une baisse de 19,9 millions qui nous était apprise il y a 4 ou 5 semaines et que nous avons intégré et corrigé dans le budget. Ensuite, sur notre stratégie financière, on vous rappelle un certain nombre de chiffres sur le taux d'épargne brute. Et M. Sauvadet demandait ce matin des comparaisons avec d'autres régions, nous le mettons. Pour les données 2016, parce que les données 2017 ne seront connues que dans 6 mois. Donc nous sommes plutôt bien placés en taux d'épargne brute à 20,30%, capacité de désendettement des années 86 et une dette par habitant qui est aux 2/3 de ce qui existe au niveau national, qui nous permettra de rebondir et de pouvoir faire ce que nous avons prévu dans le contrat de mandat, et nous y reviendrons. Sur cette stratégie financière, le tableau suivant montre l'évolution de BP qui est de 3,98% de hausse des recettes, mais de BP à BP, hors fonds européens et hors transfert, nous sommes à 0,47% de hausse de nos recettes. La stratégie financière s'appuie aussi sur des estimations que nous faisons sur la CVAE, avec une hypothèse de hausse de 1,6 qui était le taux de l'année dernière, de cette année, pardon. Les cartes grises, sans modifier les taux, la reprise des ventes, on estime plus 0,5%. La TICPE, donc là, nous avons stabilisé le produit. Et puis le financement de la formation professionnelle,
Donc plus de 4%, c'est la part relative aux frais de gestion de la fiscalité et la recondition des recettes d'apprentissage. Tout cela, nous le faisons dans un univers quelque peu incertain parce que vous savez que le gouvernement souhaite modifier quelque peu la donne et si tel est le cas, nous serons amenés à avoir quelques décisions modificatives le cas échéant. Donc là, on part sur une stabilité de la situation parce qu'il faut bien partir d'une hypothèse. Ensuite, nous pensons que la fraction de TVA qui pour la première année remplace la DGF et là, l'État a tenu parole et les engagements du précédent gouvernement sont tenus. On estime que c'est en gros 5,4 millions par an comme incidence financière. Mais la suppression du fonds de soutien, j'en ai parlé, c'est moins 19,9 millions. Les dotations d'État, la reconduction de la DRCTP, qui avec une variation estimée à moins 6%, mais ça c'est une trajectoire que nous connaissions et qui se confirme. Face à cela, nous avons un cadrage budgétaire avec des objectifs. C'était d'ailleurs dans la stratégie financière de mandat qui vous était proposée, donc on pourra dire qu'il n'y a rien de nouveau. On le répète, et il faut vérifier qu'on s'y tient à chaque compte administratif. La fourchette cible est entre 17 et 15%, et là, compte tenu de ce qui se produit par les recettes perdues, on va tangenter les 17% qui est la barre pour avoir la capacité d'action publique maintenue et la capacité d'investissement maintenue en même temps. Nous allons comme objectif de porter le budget en nominal en investissement à 400 millions par an avec un objectif de réalisation à au moins 90%. C'est l'objectif de la stratégie de mandat. C'est l'objectif vers lequel on tend, avec un endettement maîtrisé, avec une capacité d'endettement qui ne doit pas dépasser 6 ans. Donc vous voyez la marge qui reste. Et un objectif cible d'endettement, c'est le taux d'endettement par rapport aux ressources à 90% annuel. Cette stratégie financière, on vous donne la pluriannualité, c'est-à-dire 26%, 18,1, 17,2, donc une trajectoire où ce qui était prévu dans la stratégie financière de mandat, on va s'approcher des 17%. En même temps, et c'est le slide suivant, que la trajectoire des investissements va augmenter, comme on s'était engagé. Donc, puisque nous étions en 2016 à 285 millions, nous serons en 2017, l'année n'est pas finie, au-delà de 330 millions, donc il y a bien une augmentation de l'investissement avec une trajectoire à 360, c'est-à-dire 400 inscrits, réalisés à 90%, donc on arrive à 360 millions. L'encours de la dette actuellement est de 619 millions d'euros, 58% taux variable, 42% en taux fixe, des conditions de financement qui restent très favorables, ça a été dit déjà. Nous avons une politique de gestion active de la dette et nous avons eu des démarches de renégociation avec certains établissements et notamment dans la décision modificative, vous avez des éléments du remboursement d'un emprunt puisque nous avons des liquidités. Et ces liquidités, nous allons les diversifier avec notamment la possibilité d'avoir des billets de trésorerie. À la dernière session, il avait été demandé par le président de la commission Finances que nous communiquions un tableau régulier. Ça a été fait à la précédente commission, donc je vous demande de nous en donner acte. Ensuite, sur les priorités du budget, bien n'en déplaise à ceux qui trouvent que c'est la répétition, effectivement, nous avons la même stratégie de mandat. Et nous développons principalement les mêmes outils avec quand même un certain nombre d'adaptations. Et ces adaptations, ce sont tous les rapports que l'on passe au cours de l'année qui modifient progressivement et qui amènent de nouvelles politiques. Nous avons fait la dernière session un travail sur
l'agriculture, PRDA. Eh bien oui, mais c'est avec la même logique et on poursuit. Et ce n'est pas changer pour changer chaque année dans un DOB que l'on veut, c'est cette stratégie que l'on a, que l'on complète et que l'on amende, mais avec le même objectif. Et nous avons deux démarches structurantes. Alors l'objectif, c'est l'emploi, la transition écologique et énergétique et la fraternité, même si le mot peut déplaire aussi. Parallèlement, on a deux démarches structurantes et on ne va pas faire plus vite que la musique parce qu'il y a un travail colossal. Le SRADET, dont l'objectif est qu'il soit finalisé à l'été 2019. C'est un objectif que doit tenir de par la loi. Et on travaille, notamment sur des questions qui étaient posées, toutes les mobilités, où effectivement au niveau des infrastructures, un travail se fait. Et puis Éric Coulet, avec José Almeida, qui pilote le SRADET, font des réunions régulières. C'est une construction, une co-construction avec tous les acteurs qui se fait, et cela en visitant tous les territoires. Il y a aussi la stratégie de transition écologique qui se décline de façon opérationnelle dans les actions de l'ensemble des politiques publiques portées par la région, puisque c'est transversal. Donc, rapidement, en 2018, dans ces trajectoires, ces objectifs, qu'est-ce qui va ressortir ? Dans la bataille pour l'emploi, il y a l'agence économique régionale, les emplois d'utilité sociale avec l'objectif annoncé, il pourra y avoir des interventions complémentaires sur la façon dont on va, en fonction des politiques d'État, modifier la donne. La montée en charge du PRDA, que l'on a voté récemment. L'investissement dans les lycées, où on est aux alentours de 100 millions. 100 millions votés en crédit, 100 millions réalisés à quelques unités de pourcent près. C'est l'effort en formation et apprentissage, c'est le soutien aux projets contribuant à l'enseignement supérieur, la nouvelle ambition touristique qu'avait présentée le VP en charge du sujet Patrick Ayache, qui va se mettre en place et se développer. Sur le nouveau modèle de développement plus durable, donc il y a le service public de l'efficacité énergétique qui se met par briques successives, un travail de partenariat qui est réalisé avec l'ANA et l'ADEME, la modernisation des infrastructures de transport, et là il y a un certain nombre de sujets, contrats de plan ferré, l'engagement routier qui se développe. Sur la qualité des transports, c'est le développement sur 2018 à toute la Bourgogne-Franche-Comté de Mobigo dans sa version calculateur d'itinéraire multimodal. Et le début, le marché est en train d'être lancé, le système d'information multimodale en temps réel qui devrait être développé sur la fin de l'année. Ensuite, c'est la prise en compte du transport interurbain et scolaire dans sa globalité, avec progressivement, vous allez voir apparaître la marque de mobilité régionale qui est Mobigo sur l'ensemble de nos matériels roulants, à la fois ferrés et routiers. C'est le renouvellement de la convention TER, où là, on a passé à la dernière commission 4 à peu près 1h30 à exposer où nous en étions. C'est vrai, nous ne pourrons pas la voter en décembre, tout simplement parce que c'est une convention d'un nouveau genre que l'on développe, notamment en matière de prise totale de responsabilité par la région, qui doit être vraiment un rôle d'AO, comme dans les agglos, les intercos ont vraiment un rôle d'AO total, et c'est aussi anticiper ce qui va se passer en 2023, c'est-à-dire à partir du moment où il y aura l'ouverture généralisée à la concurrence, il y a des préparations de conventions qui doivent être totalement différentes pour intégrer ce fait nouveau. Et comme c'est relativement novateur, ça ne s'est pas encore fait, eh bien il y a un travail de conviction à faire avec nos partenaires historiques que sont la SNCF dans sa double appartenance mobilité et réseau, qui doit être fait, et ça nous prend un peu plus de temps que prévu. Et donc j'en ai informé la commission, et on aura un rapport, j'en parlerai à la prochaine commission, qui sera
soumis à l'Assemblée, justement pour permettre ce report et comment on va gérer les flux financiers pendant cette période. Ensuite, construire ensemble une nouvelle région et renforcer la fraternité. L'objectif de maintenir l'effort et de développer ce que nous avons fait, la culture, la vie associative, le sport, la jeunesse, avec notamment la montée en puissance de la prise en charge des services civiques. La carte avantage jeune, on en a déjà débattu récemment. C'est aussi la généralisation des pratiques de contractualisation avec l'ensemble des territoires. Et là, dans de nombreux sujets, et cela se fait progressivement, et le déploiement des actions de participation des citoyens. Sur les moyens de l'institution, et ça sera ma dernière partie, les effectifs, je vous les donne, mais ils sont variants, ils étaient de 3819 agents statutaires titulaires en 2016, donc là ils sont plutôt aux alentours de 3850. Les effectifs vont être impactés par le transfert de compétences de CREPS, 13 postes, et des transports, 87 postes. Et nous avons un objectif de maîtrise de la masse salariale, malgré le GVT. Je vous rappelle, et ce n'est pas une nouveauté pour personne, nous avons annoncé dans la stratégie de mandat que nous aurions une augmentation, ce que l'on visait, hors dialogue social, et coût du dialogue social, une trajectoire de 0,5%. Ce qui veut dire que pour l'atteindre, il faut analyser tous les postes et surtout avoir une réorganisation que l'on fait de l'administration, une réorganisation pour que tous nos dispositifs soient un chronophage en administration. Quoi, plus le déclaratif et le contrôle après que remplir et cocher des cases avec des documents présents. Et c'est un peu une évolution aussi des personnels qui devra se faire jour, c'est-à-dire beaucoup plus de présence et d'action, d'explication des politiques sur le terrain. Et puis, ce que l'on met en place aussi, c'est une administration, et c'est un travail transversal, sur l'efficience de la gestion régionale, sur les achats, sur l'évaluation, sur les contrôles de gestion, avec des dispositifs qui sont mis en place. Voilà, Madame la Présidente, mes chers collègues, j'espère ne pas avoir trop abusé de votre temps. Donc, merci.